Bonsoir. Éducation et culture sont au nombre des secteurs dans lesquels le Sénégal a mis en place des politiques de développement. À cet égard, l'ONU appuie notre pays en l'accompagnant dans ses efforts pour renforcer les capacités, valoriser les connaissances et les cultures locales. La cantine à l'école pour les plus jeunes, les classes d'alphabétisation pour les moins jeunes et la culture sont les thèmes de cette émission. Le projet d'alphabétisation des jeunes filles et des femmes, il a été initié par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. À Yeumbeul et à Colobane, comme dans d'autres zones difficiles, des salles de classe ont été créées pour accueillir les apprenantes. Des élèves adultes dont la vie a été complètement bouleversée depuis qu'elles fréquentent ces établissements où l'on enseigne l'écriture et la lecture en wolof et en français. René Léon Fonseca. Wakhinane Colobane, le quartier de la Ferraille. Un faubourg perdu au cœur de la ville, des bidonvilles où se côtoient misère et insalubrité. Wakhinane Colobane, c'est aussi cette école communautaire, isolée au cœur d'une rue obscure. Créée en 1995 par l'UNESCO, elle accueille des jeunes filles ménagères le temps d'une journée. Rokaya en est une, elle a 13 ans. Pour elle, c'est l'école de la vie. On y apprend presque tout. J'apprends à calculer, à conjuguer, à lire. Ce soir, au menu du programme, lecture, écriture et calcul. Au tableau, un enseignant rompu à la tâche. Et les filles s'en donnent à cœur joie. Il y a le matin d'abord, il y a le préscolaire des enfants les tout petits. L'après-midi, on fait le soutien scolaire. Les enfants qu'on a encadrés au bas âge, on les inscrit dans les écoles publiques. Le soir, on les récupère pour leur donner des cours de renforcement de capacité. La nuit, on fait l'alphabétisation des jeunes filles en français, leur apprendre à lire et écrire aussi. Des écoles de ce genre, on en trouve partout, ou presque, dans les localités lointaines, comme dans les quartiers pauvres et difficiles. Yeumbeul, banlieue de Dakar. Comme tous les après-midi, ces femmes du quartier se retrouvent ici, dans cette maison transformée en école. Elles y apprennent à lire, à écrire et à compter en français wolof. Et elles y trouvent leur compte. Ces cours d'alphabétisation sont d'une importance capitale pour nous. Moi, je suis commerçante, je ne savais ni compter, ni calculer mes dépenses et mes bénéfices. Mais aujourd'hui, je sais faire toutes ces petites choses et c'est un avantage pour moi. La première fois en fait que je suis venu ici, j'ai vu des mamans ici qui avaient beaucoup de difficultés, même pour écrire. Et pour faire aussi la lecture au tableau. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a eu une très grande amélioration par rapport à ce que j'ai vu lors en fait du début. Le projet d'alphabétisation des jeunes filles et des femmes initié par l'UNESCO est une véritable innovation. Il cible plus de 40 000 femmes dans cette région du Sénégal. Son objectif majeur est vraiment de démocratiser l'accès à l'éducation en utilisant majoritairement les nouvelles technologies de l'éducation et de la communication à travers donc, les canaux de la formation. Et nous essayons d'atteindre un peu cet objectif à travers une diversification des offres d'éducation, une démocratisation de l'accès à l'éducation. Ces cours d'alphabétisation ont complètement bouleversé la vie de ces mères et jeunes filles. Aujourd'hui, elles essaient petit à petit de rattraper le temps perdu et apprennent à recoller les morceaux d'une vie qui commence à leur sourire.
Dans l'éducation formelle, les efforts se poursuivent pour maintenir les enfants à l'école. Dans le département de Mbour, l'ONU intervient à l'école numéro 4 de Nguékhor. Cet établissement scolaire constitue une cible prioritaire parmi d'autres du Programme alimentaire mondial, PAM. Grâce à cet appui, une cantine scolaire fonctionne régulièrement. Des repas sont servis, ce qui permet de retenir les enfants à l'école. Ces derniers obtiennent ainsi de meilleurs résultats scolaires au CI et au CM2. Louis-Philippe Sagna. Dans la cour de l'école, un jardin avec différentes plantes. Tout un aménagement pour contribuer aux efforts du Programme alimentaire mondial. Le PAM qui, depuis quelque temps, distribue des vivres pour le bon fonctionnement de la cantine scolaire. C'est quelque chose à saluer, sans nul doute, très sincèrement. D'abord, au niveau social, vous voyez comment on mange ensemble quotidiennement. Équipe pédagogique, élèves, parents d'élèves, c'est excellent. Le bien-être des élèves préoccupe au premier chef les parents. Il y a toute une mobilisation pour assurer la gestion. Chaque jour, samedi ak dimanche rek lañu dul togg. Togg bi mom set na te day neex. Xalé sa dañuy yakamte sa njang ndax togg bi. Dans les classes, les cours se déroulent normalement. Les élèves suivent et participent avec enthousiasme. À l'heure du repas, les aînés viennent chercher les plats pour servir d'abord les plus jeunes. Ainsi, c'est le va-et-vient jusqu'à ce que tous les élèves de cette classe soient rassasiés. Que nos mamans nous font de bons repas, ça nous permet aussi de bien travailler en classe. Mais il faut parfois changer, d'amener du riz. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas toujours manger les mêmes choses. Tous ces élèves souhaitent que cet acquis soit préservé et même amélioré. Nous allons renforcer la qualité nutritionnelle des denrées que nous fournissons. D'abord, la ration journalière par élève pour les céréales sera augmentée. Et de la même manière, ce sera le cas également pour les légumineuses que nous fournissons. Ça passera de 120 grammes à 150 grammes pour les céréales par enfant et de 30 grammes à 40 grammes pour les légumineuses. Parmi les perspectives, il y a le petit déjeuner à offrir. Tous ces efforts du PAM s'inscrivent dans la volonté d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Allons à la découverte du patrimoine culturel du Sénégal. Première étape, l'île aux coquillages. Située dans le parc national du Delta du Saloum, elle est devenue une zone touristique. L'île n'est plus habitée, mais il en reste des sépultures anciennes. Des baobabs en font également le décor. Ce site a été classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en juillet 2011 à Hamdao. À l'heure où le soleil se couche et que les oiseaux regagnent leur niche, l'île aux coquillages prend faussement des airs de solitude. En réalité, elle peine à évacuer ses nombreux contemplateurs. Ça c'est quelle langue ça? Quelle langue? L'allemand. Les touristes viennent de partout pour découvrir ce site si archéologique. Habité dans les temps anciens, rien de plus que ces amas de coquillages ne témoignent d'une présence humaine. Sous ces tumulus gisent en fait des corps vieux de plus de 10 siècles. On a ici 125 tumulus qui sont sur l'île. Donc c'est des tombes dans lesquelles on trouve plusieurs personnes enterrées dans la même tombe. On les mettait sur le tas de coquillages. On jetait des coquillages dessus. Quand il y avait un autre mort, on mettait dessus et on continuait à jeter des coquillages. C'est pourquoi on trouve les squelettes à des profondeurs différentes. Traditionnellement baptisée Djoromboumak, l'île aux coquillages doit son nom à ses nombreuses couches de coquilles qui jonchent le sol. Les amas coquillés auraient servi de tombeau à plus de 7000 corps. Les fouilles archéologiques ont d'ailleurs révélé des vestiges et des squelettes qui datent de plusieurs siècles. Ils sont aujourd'hui exposés à l'IFON. Autre présence qui captive l'attention des excursionnistes, les baobabs. Celui-ci trône majestueusement. C'est le Bourguewel ou baobab sacré. Les ancêtres y pratiquaient leurs prières et sacrifices.
Je ne veux plus sortir. Ce sont les baobabs qui nous signalent même la présence des îles, des amas coquillers qui sont dans le delta du Saloum. Même si vous faites un survol aérien, donc partout où vous voyez des baobabs dans la mangrove, ça veut dire qu'il y a des amas coquillers. L'île au coquillage est longue de 400 mètres seulement. Non loin de là, le reposoir des oiseaux, véritable refuge ornithologique. Il forme avec Diorom Boumak les sites touristiques les plus visités du delta du Saloum. Ces deux ensembles font partie de l'aire marine protégée de Toubacouta. Il faudrait qu'une aire marine protégée, son rôle premier, c'est de conserver la biodiversité marine, mais également permettre un repos biologique, n'est-ce pas, aux espèces pélagiques qui existent et qui y vivent. L'île au coquillage a beaucoup contribué au classement du delta du Saloum comme patrimoine mondial de l'humanité. Son aspect à la fois culturel et naturel exerce sur le visiteur un charme irrésistible. Notre invitée Hassana Alidou, madame, bonsoir. Bonsoir. Vous avez en charge la promotion de l'apprentissage à l'UNESCO. L'éducation semble être un domaine que se partagent plusieurs agences du système des Nations Unies. L'UNESCO a-t-elle une mission en particulier qui lui est assignée dans le domaine de l'éducation? Merci de m'avoir invité. C'est un grand honneur. Oui, l'UNESCO, c'est sa mission principale, l'éducation, la science, la culture, la communication. Alors, en ce qui concerne le domaine de l'éducation en particulier, nous sommes ce qu'on appelle l'agence principale en collaboration avec l'UNICEF, une des agences des Nations Unies pour la promotion de l'éducation dans le monde. Donc pour nous, la mission de l'UNESCO, c'est la promotion de la paix, mais pour cette promotion de la paix se fait à travers tous les programmes de l'éducation, de la culture, communication et les sciences. Alors, est-ce qu'il y a un programme qui est visé à travers les classes d'alphabétisation que nous avons visitées à Colobane, un quartier de Dakar, et puis à Yambel? Ce programme rentre dans le cadre de l'appui que l'UNESCO a pour le Sénégal dans la promotion de l'éducation pour tous, notamment la réalisation de l'objectif 4, qui est la promotion de l'alphabétisation et l'éducation non formelle parmi les pays qui ont un taux d'alphabétisation assez faible. Alors là, c'est une initiative qui est promue par l'UNESCO et les partenaires privés, notamment une agence privée américaine, Procter & Gamble, qui a financé à près de 750 000 $, un programme d'alphabétisation qui vise les jeunes filles et les jeunes femmes pour l'alphabétisation et l'éducation formelle à travers l'utilisation de nouvelles technologies de l'information. Lorsque vous parlez d'éducation non formelle, vous vous adressez uniquement aux adultes? Pour l'éducation non formelle, d'abord ce programme précis, il prend en compte les enfants qui sont dans les écoles formelles et aussi les jeunes et les adultes qui sont en dehors des systèmes formels. Donc, en ce sens, c'est une approche globale d'éducation et d'alphabétisation qui vise l'autonomisation à travers une alphabétisation qualifiante. Nous avons visité, grâce à notre reporter Aram Dao, l'île au coquillage classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Que recouvre ce concept de patrimoine mondial? En fait, ce concept de patrimoine mondial met en exergue les ressources locales, particulièrement quand on voit une île unique dans le monde qui est habitée que par les coquilles. Comment préserver l'environnement et comment rendre cet environnement accessible à tous tout en le protégeant. Donc, non seulement au niveau local, mais au niveau national, ce site est reconnu comme un site à préserver. Et donc, c'est une préservation de l'environnement, mais c'est reconnu comme un site qui a des potentialités pour l'éducation informée
les populations, comment si on préserve la nature, il y a tout un écosystème qu'on préserve. On sort justement de Rio +20 et on a beaucoup parlé du développement durable. Peut-on établir un lien entre développement durable et cette notion de patrimoine mondial? Nous pensons que la conférence met en exergue le fait que l'environnement est notre présent et notre futur. Si on ne préserve pas l'environnement, en fait, c'est tout notre avenir qui est en danger. Donc, il faut qu'on promeuve des politiques où les savoirs endogènes que les populations locales ont, qu'on puisse les reconnaître, les valoriser, les moderniser afin de protéger les différents sites. Donc dans ce sens, c'est presque un retour aux valeurs socioculturelles des populations. Une industrialisation très poussée a fait que de plus en plus nous avons détruit l'écosystème. Alors que notre survie, la survie des populations dépend justement de la préservation de cet écosystème. Donc là, c'est un appel que l'UNESCO fait non seulement aux populations locales, mais au gouvernement afin que les différents types de pollution dont sont assujettis les communautés et l'environnement fait que, particulièrement dans le cas de l'Afrique, nous mettons nos populations en danger. Donc nous sommes perpétuellement dans des situations où nos terroirs sont détruits, les populations sont détruites et ça contribue à un approvisionnement non seulement de l'environnement mais de la population. Madame Hassana Alidou, merci. Espérons que cet appel sera entendu puisqu'il a été bien compris que notre survie et notre avenir dépendent donc de la préservation de l'environnement. Merci madame. Merci, c'est moi. Nous revenons sur cette notion de patrimoine mondial avec l'inscription du pays Bassari sur la liste de l'UNESCO. Après le delta du Saloum en 2011, ce lieu devient cette année le 8e site du Sénégal classé. Situé au sud du pays, dans la région de Kédougou, c'est un espace multiculturel où cohabitent Bassari, Bétiks et Peuls. Quant aux paysages, ils correspondent à une réponse originale de ses habitants. Plusieurs projets sont en cours pour aider à la conservation des cultures locales. C'est le Focus, il est signé Aram Dao. À 18 km de Kédougou, nous voilà de plein pied dans une des magnifiques contrées du sud-est. Banda Fassi, ou la zone des Bédiks. Il est reconnaissable à sa fameuse colline, ses cases coniques, la hauteur de certaines de ses habitations. Banda Fassi fait partie des 3 régions géographiques qui composent le pays Bassari, récemment classé patrimoine mondial de l'humanité. Les différents protagonistes du dossier de candidature ont enfin eu ce qu'ils voulaient, protéger et valoriser les multiples formes culturelles de cette partie de Kédougou. La promotion de cette zone profite au tourisme, d'autant plus qu'il y aura des chercheurs, il y aura également des étrangers qui vont venir vers Kédougou pour découvrir tout ce qu'on a eu à répercuter dans ce dossier comme reflétant les réalités socioculturelles de la zone. Les peuples bédiques de Banda Fassi, Bassari de Salémata et Peuls de Dindifelo se seraient installés entre les 11e et 19e siècles. Ils ont développé des cultures spécifiques et vivent en symbiose avec la nature. Loin d'en disconvenir, l'UNESCO parle même de paysages multiculturels extrêmement bien conservés. Le pays Bassari est ainsi parti pour s'ouvrir au monde extérieur. C'est vrai que nous sommes longtemps restés réservés et cachés dans nos coins, donc on ne nous connaît pas tellement. Et avec les gens qui viennent nous voir, nous sentons la richesse que nous avons. Nous avons donc envie de la présenter au monde. Vivante. Ainsi pourrait-on qualifier les traditions culturelles du pays Bassari.
Elle s'exprime le plus souvent lors des fêtes, rites, des travaux agricoles. Pour représenter toute cette expression culturelle, un écomusée sera installé ici, à Bandafassi. C'est un projet de l'État du Sénégal. Il y aura des représentations de l'habitat Peul et également des instruments qu'on voit surtout au niveau de ces différentes communautés. Salémata, l'autre zone concernée par la mesure. Pierre Bouban est l'adjoint au maire. Il est aussi le président de l'Association pour le développement du pays Bassari. L'élu sait ce que sa communauté attend de cette inscription. D'abord, ça permettra aux gens de connaître le pays Bassari, ça c'est un. Deuxièmement, je pense que ça pourra apporter pas mal d'emplois. Les jeunes peuvent s'investir dans ce domaine-là. Je pense aussi qu'il y a des projets d'accompagnement avec l'ONUDI et tout ça, les 5 organismes de l'ONU qui vont intervenir. Et je pense qu'au niveau des populations, il y aura une nette amélioration des conditions de vie des populations. Au bas de la montagne, traduisez Dindifelo en poulard du sud-est. Le décor est pittoresque, naturel de surcroît. Ce sont les fascinantes chutes d'eau de Dindifelo, uniques au Sénégal. Véritable bout du monde, elles sont situées à une quarantaine de kilomètres de Kédougou, 6 kilomètres de Guinée-Conakry. Dindifelo a toujours été un site touristique incontournable. Tout y est charme, magnétisme. 3 régions géographiques différentes, donc 3 grands groupes ethniques, mais un seul balai pour représenter le pays Bassari. Pour sa constitution, le Bureau sénégalais des droits d'auteur a fait entrer dans la danse des ténors du secteur artistique. William Badji, arrangeur, Mamadou Diop, chorégraphe, Saïba Traoré, metteur en scène. Ils sont assis sur des mines d'or, je ne dis pas une mine d'or, mais des mines d'or. Quand on les regarde danser, franchement, on se dit pourquoi une danse contemporaine africaine qu'on amène, n'est-ce pas, de l'extérieur. Ils ont tout ce dont nous avons besoin en danse. À ce grand rendez-vous que le président Senghor appelait celui du donner et de recevoir, nous aurons quelque chose à apporter avec nos Bassari, avec nos Boudiques, avec nos Dialonké, avec ceux qui nous viennent de Dindifelo, etc. C'est une richesse. C'est le dernier refuge de l'homme. On en a absolument besoin, et pas seulement les Sénégalais. L'humanité entière a besoin de cette force-là. Plus de 900 biens constituent le patrimoine mondial de l'UNESCO. Les paysages culturels bédiques, Bassari et Peul font partie des tout derniers inscrits. Ils ont une valeur universelle exceptionnelle. Leur conservation revient prioritairement aux communautés à qui elle doit profiter. Le mois dernier s'est tenu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, un forum international sur les médias et la sécurité en Afrique de l'Ouest. La réflexion initiée par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et le Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest, UNOA, a réuni les 14 et 15 juin les journalistes de la sous-région. Ces derniers ont adopté une déclaration dans laquelle ils ont souligné le rôle des médias dans la promotion de la paix. Louis-Philippe Sagna. Face à la montée des périls et de l'insécurité en Afrique de l'Ouest, les progrès réalisés en matière de démocratie pourraient être remis en cause. À ce titre, les médias peuvent jouer un rôle pour prévenir les conflits ou aider à l'instauration de la paix. Paradoxalement, les médias peuvent être objets de manipulation et contribuer à attiser les tensions. Toujours est-il que le journalisme est un métier à haut risque. Les médias ne disposent bien souvent pas des cadres légaux, de la protection et des ressources nécessaires pour exercer leurs fonctions dans de bonnes conditions, de manière libre, transparente et indépendante.
le soutien au développement des médias et à la promotion du professionnalisme et de l'éthique journalistique, ainsi que la mise en place de législation et de systèmes de régulation et d'autorégulation efficaces sont indispensables pour éviter les dérives liées à la discrimination, à l'incitation à la haine et au cycle de la violence. L'idée d'un forum réunissant médias, institutions et sociétés civiles a été formulée à la fois par l'Organisation internationale de la francophonie et le Bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest. Les travaux ont débouché sur l'adoption d'engagements contenus dans la déclaration d'Abidjan. Elle est aussi une manière pour les organisations qui ont organisé ces événements, une manière de dire un peu comment nous on voit les choses et que nos organisations sont disponibles dans ce sens-là, dans ces orientations et dans ces objectifs et dans ces recommandations, sont disponibles pour affronter, faire face à toutes ces questions qui se posent sur ces thèmes un peu sensibles. Donc voilà, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit un peu un texte de référence, une espèce de guide qui permet de faire bouger un peu les lignes, de mobiliser les acteurs, les partenaires pour aller dans la bonne direction. Les professionnels des médias ont également mis sur pied un réseau de journalistes ouest-africains chargés des questions de paix et de sécurité. Nelson Mandela a célébré son anniversaire le 18 juillet dernier. L'ancien président de l'Afrique du Sud a 94 ans. À l'initiative de la Fondation Mandela, le 18 juillet est devenu le Mandela Day, une journée reconnue par l'ONU comme un appel mondial à consacrer 67 minutes de son temps à aider ses semblables. Et ce, conformément aux valeurs défendues par l'icône de la lutte anti-apartheid. En guise de cadeau, le secrétaire général de l'ONU a exhorté chacun de nous à consacrer un peu de notre temps au service public. Ban Ki-moon qui considère que c'est la meilleure façon de souhaiter un joyeux 94e anniversaire à Madiba. Happy birthday, Nelson Mandela. Panorama ONU a un double au Burkina Faso. Cette émission s'appelle Canal ONU. Elle est réalisée par la radio-télévision du Burkina en partenariat avec le système des Nations Unies. Un magazine dirigé et présenté tous les samedis à 19h10 par Mariam Touré, et ce depuis 17 ans. On regarde et l'on écoute notre consoeur burkinabé. Madame, Messieurs, bonsoir. Retour sur actualité, notamment sur les dernières activités des agences du système des Nations Unies en direction des populations au burkinabé, mais aussi de tous ceux qui vivent sur le sol du Burkina Faso. Merci d'avoir été à bord avec nous à samedi pour un autre rendez-vous avec Canal ONU. Bonsoir. Fin de ce numéro de Panorama ONU, le dernier de la saison 1. Nous serons de retour après des vacances. D'ici là, passez d'excellents moments. Au revoir.